Bonjour tout le monde et bienvenue ce soir aux présentations des guides d'application des règles du jeu de 2017 avec une mise à jour qui vient de descendre de World Rugby ce mois d'août. Alors on va commencer par vous dire que cette session ou la présentation va être enregistrée par vidéo et va être mise sur le site de YouTube de Rugby Canada pour que tout le monde puisse le regarder après. Et je vais aussi enregistrer les questions et les réponses qui vont peut-être venir après la présentation pour vous, pour encore le mettre sur le site de YouTube pour que on puisse tous regarder cette information aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est en trois parties. En fait, la présentation va être divisée en trois parties avec une sommaire des mesures et des règles expérimentales qui sont en vigueur au Canada depuis le 1er janvier. Et après, on va regarder à certains changements qui ont été mis par World Rugby qui sont en effet dès le 1er août. Et après, on va aussi regarder à comment est-ce que les entraîneurs, les joueurs et notamment les arbitres peuvent être conscients de ces changements sur le terrain et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à comment est-ce qu'on peut arbitrer ces phases de jeu. Alors bon, on va commencer avec les mesures pour limiter les contacts avec la tête. Et je veux commencer ici parce que c'est un endroit du match ou une phase du match qui est super important par rapport aux santé de nos joueurs. Et je veux juste re-emphasize les objectifs ici qu'on veut être sûr d'appliquer pendant nos matchs. Alors, pour commencer, il y a le communiqué de World Rugby. Je ne vais pas le lire encore parce que c'est déjà sur la présentation de février sur le même site YouTube. Mais si vous voulez, voici les infos. Il y a le lien et aussi un lien avec quelques exemples de vidéos. Par contre, on va regarder quelques exemples ici. Alors, pour commencer, il y a le plaquage accidentel, là où le plaquage commence en dessous des épaules et qui vient se toucher à la tête ou au cou du joueur ou porteur du ballon. Alors, la sanction minimale sera avec un coup de pied. Alors, voici un exemple. On va regarder cet exemple ensemble et on va noter que le plaqueur fait initialement son contact avec l'épaule du porteur du ballon et le plaquage glisse vers le cou et la région de la tête. J'ai enlevé le son juste pour être sûr que tout le monde peut m'entendre. Par contre, c'est assez simple. Quand on revient ici avec un peu de slow motion, on va voir où le contact initial se fait. Ici, sur l'épaule, et ça glisse. Alors ça ne change pas avec les nouvelles initiatives depuis le 1er août. C'est juste, je veux juste que tout le monde se souvienne ce qu'on veut dire. Les plaquages dangereux, c'est ici où on peut donner un carton jaune ou un carton rouge, dépendant de la sévérité du contact. Mais juste pour être sûr, il n'y a pas de... le plaqueur doit être conscient du fait que même s'il ne le fait pas par exprès, évidemment, s'ils savent qu'il y a un risque d'entrer en contact avec la tête de l'adversaire, mais c'est tout à fait, ou c'est tout de même effectué, ça donne le risque d'avoir une sanction d'un carton jaune ou rouge. Alors, il faut être conscient de ces faits. On va regarder un exemple ici d'un carton jaune. Et ces exemples sont donnés par World Rugby. Alors, on va voir ici que le plaqueur fait d'abord contact près du cou et de la région de la tête du porteur du ballon avec une force modérée en faisant preuve d'imprudence. Alors, la force modérée, c'est dans l'action de terminer le plaquage qu'on va voir ici. Alors, l'action modérée, c'est le fait que la force n'est pas sur le cou et la tête quand le plaqueur fait le geste de compléter le plaquage. C'est quand même assez dangereux et mérite une carton jaune. Ok, très bien. Dans l'exemple du carton rouge, on va être sûr qu'on va voir que le plaqueur fait d'abord contact près du cou et de la région de la tête du porteur du ballon avec une force considérable
en temps de compléter le plaquage ici. Alors encore une fois, on va regarder plusieurs angles. J'espère qu'on ne voit plus ces plaquages sur le terrain à nos niveaux communautaires de rugby. Mais évidemment, c'est un exemple très dangereux, un plaquage très dangereux, et ça mérite une carton rouge. On voit ici, ça c'est un très bon exemple où le plaqueur termine d'une manière très dangereuse autour du cou et de la tête du porteur du ballon. Voilà un autre exemple. Ok, alors je voulais juste renforcer ces idées par rapport au plaquage dangereux. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte en dessous. Ok, alors les règles du jeu expérimentaire de World Rugby qui sont en vigueur au Canada depuis le 1er janvier. Alors c'est juste pour nous rafraîchir un petit peu. Alors voici les points clés des règles. Je ne vais pas tous les lire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les définitions comme ils sont écrites sur le site web de World Rugby par rapport aux règles du jeu. Et je les ai mis ici. Je vais mettre le lien après sur la présentation. Mais pour commencer, la définition d'une possession, c'est se produit lorsqu'un joueur porte le ballon ou tente de contrôler ou lorsque l'équipe a la balle sous son contrôle. Alors, l'exemple qu'on voit souvent, et c'est sur le site encore avec des exemples vidéo, c'est quand le botteur, disons, de blanc essaie de tenter une botte pour un peu de territoire, mais c'est l'ailier blanc qui essaie quand même de le rattraper et qu'en temps d'essayer de rattraper le ballon, il touche au ballon et ça tombe en touche. C'est eux qui ont essayé de contrôler le ballon. Ça va pour si blanc tente une bottée pour un peu de territoire et c'est noir qui essaie de attraper le ballon. Même s'ils n'attrapent pas le ballon dès qu'ils le touchent, c'est en effet eux qui sont en contrôle ou en possession du ballon. Okay. Nombre de joueurs par équipe. C'est important de noter que les mêlées simulées est seulement la situation où on a besoin d'aller 8 contre 8. Je sais qu'il y avait quelques exemples cette année par rapport à quelques incidents dans des matchs où les arbitres ont demandé pour 8 contre 8 à chaque fois qu'il y a des mêlées contestées, mais qu'il y avait quelqu'un, peut-être le 6 ou le 7 ou le 8 ou le 1 qui était mis dans le, qui a été donné un carton jaune. En effet, c'est seulement quand c'est une mêlée simulée. Chaque fois qu'on a un mêlée contesté au niveau senior, on peut avoir des différents nombres dans le mêlée. Et au niveau junior, on peut avoir moins de 8, mais ça doit être le même nombre. Alors, que ça soit 7 ou 6 contre 6, ça peut être le cas, mais c'est seulement les mêlées simulées, juste pour être sûr. Okay? Durée de la partie, si après que la durée fixée a expiré, une pénalité est bottée en touche sans toucher un autre joueur, l'arbitre va continuer à jouer le match. Alors, c'est juste pour mettre fin à la mi-temps, le joueur doit effectuer un coup de pied visible, le ballon quittant nettement ses mains avant de botter en touche. Alors, je pense que c'est clair pour tout le monde, ce point-là. Quelques autres points par rapport à l'avantage. L'équipe qui n'a pas effectué une sanction, c'est eux qui peuvent choisir s'il y a plusieurs sanctions, un ou deux ou plus sanctions sur le terrain que l'arbitre a donné un avantage et qu'on ne peut plus jouer. C'est à l'équipe qui n'a pas commis les sanctions qui peut choisir l'avantage ou la position sur le terrain qui est le plus avantageux. Okay? Établissement du score, s'il y a un essai de pénalité, il n'y a pas de transformation, on va juste retourner pour avoir un coup de pied pour recommencer le match. Juste pour être sûr, on ne va pas laisser l'équipe qui a été marquée dessus de courir jusqu'au ballon là, pour recommencer vite. On doit donner le temps pour l'équipe qui a marqué de retourner. S'il y a encore du temps quand l'essai de pénalité a été donné, s'il y a encore du temps dans le match, on doit avoir le recommencement du match. Alors, ça ne fait pas de sens si on les laisse aller vite ou non. On va quand même avoir cet recommencement du match. Okay? Et définition du match, ça prend le concept
de la touche, les changements de touche aux lignes de 22 mètres. Alors, pour effectuer une marque, le joueur doit avoir un ou deux pieds derrière sa propre ligne et attraper le ballon quand il a atteint le plan de la ligne. Alors, comme j'ai dit, enlevé les exemples vidéo de cette présentation, mais ils sont quand même sur le site. Je vais vous les donner dès qu'on a terminé cette section. Okay? Alors ici, on a les changements aux règles de touche depuis janvier. Juste encore pour nous rafraîchir, si le ballon franchit le plan de la touche lorsqu'il est attrapé, le réceptionnaire n'est pas considéré comme avoir mis le ballon en touche. Alors c'est l'équipe qui a bâti ou le ballon. Si le ballon n'a pas franchi le plan de la touche lorsqu'il est attrapé ou ramassé, le réceptionnaire est alors considéré avoir mis le ballon en touche, que le ballon soit en mouvement ou stationnaire. Alors ça c'est un changement. Et si le joueur saute et dévie le ballon dans l'air de jeu, ou si ce joueur attrape le ballon et le renvoie dans l'air de jeu avant d'atterrir en touche ou touche de but, le jeu peut se poursuivre même si le ballon avait atteint la plaie de la touche. Et ça inclut si c'est en avant, on peut jouer un avantage pour voir s'il y a peut-être la chance que quelque chose s'arrive dans le match pour qu'on puisse continuer le match. Okay? Ce concept, on va voir, est aussi appliqué à la ligne de but et la ligne de touche de but, je pense. C'est appelé. Anyways, règle 19, alors sans gain de terrain, si un joueur qui a un ou les deux pieds sur ou derrière la ligne des 22 mètres ramasse le ballon qui était à l'extérieur des 22 ou attrape le ballon devant la ligne des 22 mètres, et le botte directement en touche de l'intérieur de ces 22, ce joueur a mis le ballon à l'intérieur de ces 22 et il n'y a donc pas de gain de terrain. Alors, dès que j'attrape le ballon devant la ligne, ou le plan de la ligne, c'est moi qui ai fait entrer le ballon dans mes 22 mètres, c'est important qu'on connaisse que il n'y a pas de gain de terrain dès que je botte le ballon directement en touche. Ok, voici les exemples en but. Alors, le joueur défendant dans l'en-but, si un joueur qui a un ou les deux pieds sur ou derrière la ligne de but ramasse le ballon qui était dans les champs de jeu ou attrape le ballon devant la ligne de but, ce joueur a pris possession du ballon dans le champ de jeu. Alors, c'est important ici de noter que c'est la différence entre donner un 22 mètres pour le défendeur ou un mêlée à 5 mètres pour l'équipe attaquant parce que c'est le joueur le défendeur qui a pris le ballon en but. Alors il faut être clair que pour les arbitres de vraiment être conscients de ces règles et évidemment pour les joueurs aussi pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Okay, et le concept s'applique aussi à la ligne de ballon de mort ou la ligne de touche de but. Okay, ce concept. Alors, c'est la différence entre une mêlée là où le ballon était botté ou un 22 mètres pour le défendant, mais ça va toujours être le ballon des défendants dans cet instant ici. Okay. Alors, voici plus d'informations. Il y a le communiqué de World Rugby de juillet, qui est ressorti en juillet, et des exemples vidéo de World Rugby sur le site des règles de jeu et aussi sur le site YouTube de Rugby Canada avec plusieurs vidéos et des exemples vidéo. Okay. Cette présentation va être mise, comme j'ai dit, sur le site YouTube, mais ça va aussi être affiché comme un PDF pour qu'on puisse utiliser les liens. Okay. Alors voici où ça va être un peu plus intéressant. On a nos mises à jour des règles expérimentales mondiales de World Rugby qui sont en vigueur au Canada à partir du 1er août. Alors, pour commencer, nos points clés des règles. Alors, le plaqueur doit se remettre sur ses pieds avant de jouer le ballon et ne peut ensuite jouer ce ballon que de son côté de la porte du plaquage. Alors, on va voir ici un exemple vidéo. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous dans la boîte des questions. Alors, quand on revoit ici dans un autre angle, on va voir le joueur qui se relève après faire le plaquage du mauvais côté. Alors, anciennement, on a pu dire que 13, il peut entrer de ce côté-là.
de la porte. Par contre, là, maintenant, c'est comme un autre joueur qui arrive, n'importe autre joueur qui arrive euh, dans, la, euh, dans le contact, au contact. Alors, ils doivent entrer de leur côté de la porte. Ici, on va voir blanc qui fait la même chose. Le plaqueur, anciennement, ça c'était légal. Cette action était légale. Maintenant, c'est illégal. OK? Et comme j'ai dit, on va regarder quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain pour nous comme joueurs, arbitres et entraîneurs. Alors, le changement en définition du rock, en fait, c'est une addition. Alors, un rock commence quand au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus du ballon qui est au sol, joueur plaqué et plaqueur. Alors, c'est important de noter qu'il y a un joueur plaqué et un plaqueur ou un assist plaqueur. On va regarder à des exemples où il y a un joueur au-dessus du ballon, mais parce qu'il n'y avait pas un plaquage, il n'y a pas de ligne d'hors-jeu. Alors, on va juste le laisser là pour l'instant. Par contre, juste pour qu'on sache, il doit y avoir un plaquage. Alors, c'est à ce moment-là que ça se crée la ligne de hors-jeu. Un joueur sur ses pieds peut utiliser ses mains pour ramasser le ballon tant que cette action est immédiate. Dès qu'un joueur adverse arrive, il est interdit de se servir des mains pour jouer le ballon. Encore, on va regarder des exemples où, dès que le premier qui arrive joue le ballon, on peut quand même avoir un rock aussi, mais ça ne veut pas dire que ce joueur doit lâcher le ballon. Encore, comme j'ai dit, on va regarder quelques exemples. Alors, voici ce que World Rugby nous donne comme vidéo. Et on va voir sur la séquence après. Ici, alors là, on a un rock, même s'il n'y a pas une conteste au-dessus du ballon. Et là, l'arbitre joue l'avantage pour leur jeu par rouge. On va juste le regarder encore une fois. Alors, il y a un plaquage. Il n'y a pas de contest au-dessus du ballon par rouge. Par contre, dès qu'il y a un joueur ou deux joueurs de jaune qui sont au-dessus du ballon, il y a la ligne d'hors-jeu s'applique. OK? Alors, des autres infractions dans le rock, un joueur ne doit pas botter le ballon hors d'un rock. Même chose que dans un mêlée maintenant. Le joueur ne peut que talonner le ballon dans un mouvement vers l'arrière. On va regarder quelques exemples. Alors, voici un coup de pied de pénalité ici, comme sanction pour le joueur en bleu, numéro 5, je pense, qui entre et qui botte le ballon hors du rock. Okay? Alors, même s'il n'y a pas de contact avec la tête de vers sur le sol, c'est quand même illégal faire cette action. Voici un exemple de blanc qui tente le plat ou le joueur sur ses appuis tente de jouer le ballon avec ses pieds. On va voir ici qu'il y a un mouvement vers l'arrière avec quand il essaie de talonner le ballon. On va le regarder encore une fois. Alors, le numéro 6, blanc, qui entre dans le rock, légalement, utilise ses pieds pour talonner le ballon. Excellent. Bon, quelques autres points dans le mêlée maintenant. Alors, l'introduction du ballon dans le mêlée, il n'y a aucun signal de l'arbitre. La mêlée ordonnée doit être stable et l'introduction doit être effectuée sans délai une fois que le ballon a été présenté à la mêlée. On va regarder des exemples ici. L'introduction du ballon par le demi-mêlée. Okay, alors, le demi-mêlée doit être droite. L'introduction doit être droite. Mais le demi-mêlée peut avoir une épaule au niveau de la ligne médiane de la mêlée, ce qui signifie par conséquent qu'il peut se tenir avec une largeur d'épaule vers son côté de la ligne médiane. Alors, encore une fois, ici, on va regarder un exemple de World Rugby. On va voir le 9 qui a son épaule de gauche sur la ligne médiane et il fait entrer le ballon assez direct. Okay? C'est cette action qu'on veut voir comme arbitre. On va le regarder encore une fois. L'introduction du ballon est droite. L'épaule gauche du 9 est sur la ligne médiane. Voilà. Alors, talonnage après l'introduction. Une fois que le ballon touche le sol dans le tunnel, n'importe quel joueur du premier ligne peut utiliser un pied pour essayer de gagner la possession du ballon.
un joueur de l'équipe qui introduit le ballon doit talonner le ballon. Okay? Sinon, c'est un coup de pied franc contre cette équipe. Alors, on va voir notre ami Kurt Weaver des États-Unis qui doit effectuer cette sanction. On va voir le 9 bleu qui fait une bonne introduction du ballon, mais il n'y a personne sur l'équipe bleue qui talonne le ballon. Alors du coup, c'est un coup de pied franc contre eux. Et je pense que c'est assez simple. Et finalement, dans le mêlée, la manipulation du ballon dans le mêlée. Alors, il y a une exception. Maintenant, on autorise le numéro 8 à ramasser le ballon dans les pieds des joueurs du deuxième ligne. Okay? Je pense que c'est quelque chose qui était en effet actif dans notre jeu ou nos matchs, mais on va maintenant dire que c'est légal. Alors ici, on va voir un peu de pression sur blanc et le 8 qui ramasse le ballon. Okay, je pense que c'est assez clair. Et bon, maintenant on va regarder, on va avoir un survol de l'application des règles expérimentales mondiales au Canada à partir du 1er août. Alors, dans un contexte d'application, les règles expérimentales mondiales de World Rugby avec toutes les modifications seront mises en œuvre lors des compétitions suivantes. Toute compétition de BC Rugby au niveau civil débutant après le 1er août, toutes les compétitions de rugby féminine U-Sport à travers le pays débutant après le 1er août. Ça inclut toutes les compétitions provinciales en Ontario, universitaires féminines, au Québec aussi avec le RSEQ et l'Atlantique en tant que l'Ouest. Okay? Et toutes les compétitions civiles provinciales qui débutent après le 1er août 2017. Ça peut être des compétitions collégiales en Ontario par instant, le RSEQ, la compétition de RSEQ au Québec masculin, universitaire masculin en Atlantique, etc. Okay? Et les compétitions de rugby à 7 aussi, juste pour être sûr. Okay, alors voici nos exemples. Les règles expérimentales mondiales et ses amendements des règles 15, 16 et 20 concernant le plaqueur, le mêlée spontané, ou le rock, et le mêlée ordonné ne seront pas appliqués dans toute compétition débutant avant le 1er août 2017. Alors, toutes les compétitions qui sont encore en train de continuer, les ligues seniors notamment qui vont continuer jusqu'à fin d'octobre en Ontario, jusqu'à mi ou fin septembre dans la plupart des autres provinces, eux, ils vont continuer avec les règles du jeu qui sont couramment en utilisation. Excellent. Bon, des éclairissements supplémentaires. Alors, World Rugby a confirmé les éclairissements suivants. Un ruck commence quand au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus du ballon qui est au sol, avec un plaquage. C'est à ce moment-là que se crée la ligne d'hors-jeu, on a déjà vu ça. Cela s'applique aux deux équipes. Alors, pour être sûr, dans ce cas, les joueurs en défense doivent s'aligner derrière le premier joueur au-dessus du ballon ou le joueur au sol. On va regarder un exemple. Et les attaquants doivent le faire en arrière du pied du dernier coéquipier se trouvant dans le ruck. Ça, c'est important pour des situations où il y aura une sortie par le 9 derrière le ruck, etc. Okay? Une autre clarification, lorsque le premier défenseur qui arrive ramasse le ballon mais un ruck forme autour de lui, il peut continuer à jouer le ballon à condition qu'il ne perd jamais position du ballon. Alors ça, c'est quelque chose qui était déjà en effet, qui se continue à être en effet. Et comme j'ai dit, on va regarder des exemples vidéo dans un instant. Okay, alors dans ce cas, il s'agit d'un ruck et les joueurs doivent quand même maintenant reculer en arrière du pied du dernier coéquipier qui se trouve dans le ruck. Comme j'ai dit, on va regarder des exemples. Troisième clarification, lorsqu'un premier arrivé de l'une ou l'autre équipe prend la balle immédiatement sans que le ruck soit formé, il n'y a pas de ligne d'hors-jeu. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver un exemple vidéo jusqu'à maintenant, mais juste pour être sûr, alors dès que le premier arrivé, que ce soit un joueur en support en attaque ou le premier défendeur qui ramasse le ballon sans qu'il y ait un ruck qui se forme autour d'eux, il n'y a pas de ruck et cependant il n'y a pas de ligne d'hors-jeu. Okay?
juste pour être clair sur ce point-là. Alors, on va regarder quelques exemples vidéo. Ici, j'ai un exemple de la gestion de la mêlée. On va voir juste avant l'introduction du ballon que le mêlée n'est pas stable. Alors, on va revoir le mêlée. En effet, par rapport à ce que les règles du jeu disent, dès que le ballon est présenté à la mêlée, il doit être inséré et on est supposé d'avoir un coup de pied franc dans ce cas-là. Par contre, parce que le mêlée n'a jamais été stable, ce que moi je préfère, c'est que l'arbitre, il recommence le mêlée plus tôt. Alors, au lieu de le laisser continuer pendant tout ce temps-là, de retourner assez vite pour dire non, c'est pas stable, on va pas introduire le ballon sans que le mêlée soit stable. Okay? Comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous. Alors, je vais vous montrer ici une vidéo avec la ligne de l'hors-jeu. Ce que j'ai fait moi-même. Alors, je pense que j'ai utilisé l'ombre au sol, par contre, pour la première ligne. Je suis désolé, mais c'est en effet le joueur au sol ou le premier arrivant, c'est là où la ligne d'hors-jeu pour les blancs se trouve. Et après, pour la ligne d'hors-jeu pour les noirs, et juste derrière le dernier pied de leur coéquipier. On va regarder cette vidéo. On va voir blanc qui est clairement en jeu. Ils sont bien alignés derrière la ligne d'hors-jeu. Et c'est cette image qu'on veut vraiment voir comme arbitre sur le terrain. Alors ça c'est un exemple ici où on peut avoir une situation où il y a des joueurs au-dessus du ballon, mais il n'y a pas d'hors-jeu. Et c'est parce qu'il n'y a pas un plaquage. Alors le receveur du ballon n'a jamais été plaqué quand il est allé au sol. Et même s'il y a des joueurs au-dessus du ballon, il n'y a pas de ligne d'hors-jeu. On va le regarder une fois encore. Alors, comme il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de rock, il n'y a pas de ligne d'hors-jeu. Okay, voici un exemple, et je pense qu'on va voir beaucoup d'exemples de même dans nos matchs. Avec ces nouveaux lois, il y a vraiment juste deux manières d'essayer en défense de tourner le ballon. Le premier, c'est avec le premier arrivant en défense qui a les mains sur le ballon. Et la deuxième méthode, c'est avec le counter-ruck. Alors, on va voir un exemple ici avec Blanc qui fait un bon effort ici d'essayer de contester le ballon. Ils vont bouger Noir en support ici, qui est pas sur ses appuis en plus. Et le 9 Noir qui n'a jamais reculé derrière le dernier play de ses coéquipiers et qui est hors jeu. Alors, c'est une excellente décision ici de l'arbitre. On va voir aussi, on ne peut pas dire que le ballon était sorti, parce qu'on peut le dire, par contre, le 9 n'a jamais été en jeu. Alors, il a déjà commencé hors jeu. Alors, même si on peut dire que le ballon était sorti, il n'était jamais en jeu. Okay? On a encore 4 exemples ici. On a trouvé ici un exemple où le plaqueur n'est pas entré de la porte, de propre porte, et qu'il a botté le ballon dans le rock. Par contre, on va regarder ici. Numéro 13 blanc doit relâcher et revenir pour passer par la porte et ensuite il n'a pas le droit de botter le ballon dans le rock. Même s'il le botte vers son équipe, on veut vraiment éliminer l'action du bot dans le rock et on veut voir le joueur sur ses pieds essayer de talonner le ballon vers l'arrière. Alors il y a 2 infractions ici dans cet exemple. Okay. Ici, on a un rock après que les mains ont été mises sur le ballon par le défendeur. Alors, on voit le premier défendeur, 13 blanc, qui a ses mains sur le ballon. Il tente de jouer directement le ballon. Une fois que les deux supports
joueur en support de noir s'engage avec le 13 blanc, il y a un rock. Alors là, il y a une pénalité et on ne peut pas continuer le match. Et juste pour que tout le monde sache, alors, à cet instant ici, on va avoir une ligne d'hors-jeu ici pour blanc et une ligne d'hors-jeu ici pour noir. Le contexte ici de cet exemple veut dire qu'on peut pas continuer. Et si on pourra continuer, on doit être sûr qu'on a cette ligne d'hors-jeu en tête. OK. Voici un exemple, et c'est pas forcément nouveau, mais c'est quelque chose qu'on doit éliminer dans nos matchs. C'est l'action de ne pas tenir ses pieds ou ses appuis, être sur ses appuis. Le joueur noir qui essaie de contester le ballon a ses mains au sol. Pour essayer de gagner un avantage, il doit mettre ses mains directement sur le ballon pour essayer de jouer le ballon. On va revoir cet exemple. Alors là, on devrait avoir un coup de pied de pénalité et pas une turnover ici. Okay, et voici une situation où on a un bon turnover, un bon effort ici de numéro 15 noir. Le défendeur a le droit de jouer le ballon alors que le rock se forme et il fait très bien de continuer avec le ballon pour le jouer vers son équipe. Si le joueur blanc a été capable d'enlever le défendeur du ballon, on va continuer le match avec blanc qui va être en possession du ballon. Par contre, parce que noir a pu avoir ses mains sur le ballon pour la durée du contest, on va le donner le ballon. Alors, si on n'a pas pu jouer le ballon vers l'arrière, ça aurait été une pénalité contre blanc pour avoir tenu le ballon au sol. Alors, voilà la présentation d'à peu près 32 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou les poser en dessous ici et je vais enregistrer la session de questions et réponses. Et je veux aussi vous remercier pour votre temps. J'espère que vous passez tous une bonne soirée.